Imaginez-vous expulsé de votre propre maison, 5 enfants agrippés à vos jupes, hurlant de peur. Imaginez-vous arpenter les rues pavées du village côtier où vous êtes né, où vous avez grandi, où vous avez promis d'élever vos enfants, et voir chaque porte se refermer devant vous, chaque fenêtre garder ses rideaux tirés, chaque voisin détourner le regard comme si vous étiez un fantôme, ou pire, un fléau. Telle était la réalité de Célestine. Une veuve de 38 ans, 5 enfants à nourrir, dont le nom du jour au lendemain devint synonyme de mort. Non pas qu'elle ait tué qui que ce soit, mais parce que son père, le pharmacien respecté Antoine Bellamy, fut accusé à titre posthume d'avoir empoisonné une demi-douzaine de clients sur une période de 10 ans. Médicaments falsifiés, flacons échangés, mort lente et silencieuse. Et lorsqu'il mourut, emportant ses secrets dans la tombe, c'est Célestin qui hérita de la culpabilité. La pharmacie fut fermée. La maison confisquée pour dettes inventées de toutes pièces. Toute la communauté, pêcheurs, marchands, même le prêtre, décida qu'elle ne méritait aucune pitié. Après tout, le sang d'Antoine Bellamy coulait dans ses veines, et le sang empoisonné ne se purifie pas avec de l'eau bénite. Mais Célestine ne cherchait pas la pitié. Elle cherchait survie. C'est pourquoi, par une après-midi caniculaire de juillet 1932, alors que le soleil breton lui brûlait la peau et que l'odeur salée de l'Atlantique lui emplissait les poumons, elle prit la décision la plus désespérée de sa vie. Elle allait au phare. Ce phare abandonné au sommet de la falaise, cet endroit où personne n'avait osé mettre les pieds depuis 30 ans. Ce monument de pierre grise aux fenêtres brisées que les pêcheurs montrèrent du doigt depuis la mer, faisant le signe de croix, murmurant des histoires de navires perdus et de lanternes qui s'illuminaient d'elles-mêmes dans le brouillard. Mais Célestine ne croyait pas aux fantômes, elle croyait à la faim, au froid, au désespoir. Et le phare, aussi maudit fût-il, avait des murs, il avait un toit, il avait de portes qui pourraient être verrouillées. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, car la fin de cette histoire vous donnera des frissons du début à la fin. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Auriez-vous le courage de vous cacher dans un phare abandonné si c'était votre seule chance de protéger vos enfants? Ou existe-t-il des endroits qui, aussi désespérés soient-ils, ne devraient jamais être habités? Le soleil était haut lorsque Célestin et ses 5 enfants quittèrent le village de Saint-Malo-sur-Falaisien arrière. C'était en 1932. La France saignait encore des plaies de la Grande Guerre, et des villages comme celui-ci survivaient grâce à la pêche, au silence et à des secrets enfouis profondément comme des ancres au fond de la mer. Célestine marchait devant, portant le plus jeune enfant dans ses bras. Simonelle n'avait que 2 ans. La petite fille pleurait doucement, les joues brûlantes de fièvre et les lèvres gercées par la soif. Derrière elle arrivaient les 4 autres. Lucien, 14 ans, l'aîné avec des épaules trop larges pour son âge et des yeux qui avaient déjà vu des choses qu'un garçon ne devrait pas voir. Théo, âgé de 8 ans, maigre comme une brindille, traînant un paquet de chiffons attaché avec une corde. Margot, une fillette de 6 ans, agrippée à la jupe de sa mère, trébucha sur des pierres qui jonchèrent le chemin. Étienne, âgé de 4 ans, tenant la main de Lucien, muette de peur. Personne ne les a suivis, personne ne les a arrêtés. Le village les laissa simplement partir comme s'il s'agissait de débris emportés par la marée. Le chemin menant au phare était escarpé et périlleux. La piste de terre se muait en sentier rocailleux, puis laissait place à un paysage d'herbes sèches et de rochers acérés. Le vent de l'Atlantique soufflait fort, charriant avec lui une odeur d'algues en décomposition et de gros sel. Les mouettes criaient dans le ciel gris, leurs cris stridents résonnant contre les falaises comme des avertissements. Célestine ne s'est pas retournée, pas une seule fois. Elle savait qu'en regardant, elle verrait l'église au sommet de la colline. Elle verrait le clocher d'où son père sonnait les cloches chaque dimanche avant d'ouvrir la pharmacie. Elle verrait le cimetière où il avait été enterré sans cérémonie, sans fleurs, sans nom sur la pierre tombale.
Elle savait que si elle regardait, le courage qu'elle parvenait à peine à retenir entre ses doigts tremblants s'effondrerait comme des cendres au vent. Puis il continua à marcher. Le phare se dressait à l'horizon tel un gardien de pierre. Haut, très haut, c'était une tour cylindrique de granit sombre, patinée par le temps et l'air marin. Ses fenêtres étaient brisées, des éclats de verre pendaient comme des dents tordues. La porte de fer était entr'ouverte, grinçant sous le vent d'un grincement métallique qui fit se hérisser les poils de la nuque de Célestine. Autour du phare, le paysage était désolé. Seulement des rochers, de l'herbe sèche, et quelques mètres plus loin, l'abîme. La falaise plongeait à pic sur plus de 50 mètres dans les eaux tumultueuses de l'Atlantique, où les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une violence assourdissante. C'était un lieu de solitude absolue, un lieu oublié de Dieu. Lucien s'arrêta près de sa mère, regardant la tour avec un mélange de peur et de méfiance. « Maman !» Sa voix était rauque. « On dit que des gens sont morts ici. » Célestine ajusta Simone dans ses bras. La petite fille avait trop chaud, son corps tremblant pressé contre la poitrine de sa mère. « On meurt partout, Lucien, » répondit-elle d'une voix ferme malgré la peur qui la rongeait. « Mais ici, personne ne viendra nous chercher, et c'est tout ce qui compte maintenant. » Théo, le cadet, laissa tomber son paquet à terre et s'approcha de l'entrée du phare. Sa curiosité était trop forte. Il posa la main sur la porte de fer et poussa. La porte grinça, s'ouvrant lentement et révélant un intérieur sombre et silencieux. Une forte odeur s'échappait de l'intérieur. Ce n'était pas simplement de la moisissure ou de l'air marin. C'était quelque chose organique, comme du poisson pourri mélangé à de la terre humide. Margot se mit à pleurer. « Je ne veux pas y aller, maman. Je ne veux pas. » Célestine s'agenouilla devant sa fille, Simone sur la hanche. Elle tenait le visage sale de Margot entre ses mains. « Je sais que tu as peur, ma chérie. Moi aussi. Mais soit on rentre, soit on dort dehors dans le froid. Et Simone ne survivra pas à une nuit dehors, tu comprends ?» Margot renifla, s'essuya le nez du revers de la main et hocha la tête. Célestine se leva, prit une profonde inspiration, l'air salé lui brûlant les poumons, et entra dans le phare. L'intérieur du phare était encore pire que ce que Célestine avait imaginé. La lumière du jour filtrait à peine à travers les fenêtres brisées, ne laissant apparaître que de pâles traînées qui déchiraient l'obscurité comme des lames. Le sol était de pierres irrégulières, recouvert d'une épaisse couche de poussière, d'éclats de verre et de quelque chose qui ressemblait à des cendres, ou peut-être à de la terre charriée par le vent pendant des décennies. Les parois cylindriques étaient en pierre nue, tachées d'une boue humide d'un vert sombre qui coulait en traînées, telles des larmes pétrifiées. Au centre de la pièce principale se trouvait un étroit escalier en colimaçon de fer rouillé, grimpant vers le sommet de la tour et disparaissant dans l'obscurité environnante. Mais ce qui a le plus attiré l'attention de Célestine, c'était l'odeur. Ce n'était pas simplement de la moisissure, c'était quelque chose de plus dense, de plus récent. Comme si quelqu'un avait fait brûler de la viande ou du poisson, là-dedans il n'y a pas longtemps. Lucien la suivit à l'intérieur, tenant la main d'Étienne. Les yeux du petit garçon de 4 ans étaient grands ouverts, fixés sur l'escalier de fer, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose tombe à tout moment. « Maman, » murmura Lucien, « es-tu sûr que cet endroit est vide ?» Célestine ne répondit pas immédiatement. Elle le sentait aussi. Cette étrange sensation, presque palpable, que le phare n'a pas été complètement abandonné. Mais abandonné par qui? À cause des fantômes. Elle ne pouvait pas se permettre de croire aux superstitions. Pas maintenant. « Reste près de l'entrée, » ordonna-t-il en confiant Simone à Lucien. La fillette gémit, mais elle était trop faible pour se débattre. « Je vais explorer. Si je crie, tu cours. Compris ?» Théo fit un pas en avant, sa poitrine maigre bombée dans une tentative de paraître courageux. « Je t'accompagnerai, maman. » Célestine regarda son fils. Il n'avait que 8 ans, mais ses yeux sombres exprimaient une détermination qu'elle reconnaissait.
la même détermination qu'elle voyait chaque matin dans le miroir depuis que son monde s'était effondré. Très bien, acquiesça-t-elle en ramassant un morceau de bois cassé. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait servir d'arme improvisée au besoin. Mais tu restes derrière moi. Toujours. Théo acquiesça. Ils commencèrent à explorer. La pièce principale du phare était circulaire, d'une dizaine de mètres de diamètre. Des vestiges de meubles jonchèrent le sol. Une table en bois pourri renversée sur le côté, des morceaux d'une chaise cassée, des tessons de poterie éparpillés. Sur un mur, quelqu'un avait griffonné quelque chose au fusain. Célestine s'approcha, inclinant la tête pour lire dans la pénombre. C'étaient des chiffres. Date 12 mars 1902, 18 mars 1902, 22 mars 1902, 1er avril 1902. Et puis, écrit en lettres capitales tremblantes, « Ils savent, ils le savent ». Un frisson parcourut l'échine de Célestine. Qui avait écrit cela? Le dernier gardien de phare? Et que savait-il? Théo tira sur sa manche. « Maman, regarde Ali. » Il désigna un coin sombre de la pièce où s'entassaient des objets recouverts d'un épais tissu poussiéreux. Célestine s'approcha lentement, chaque pas faisant craquer le plancher de bois sous ses pieds. Elle a tiré sur le tissu, et ça a gelé. Sous le tissu, il y avait équipement pas du matériel de phare. C'étaient des flacons en verre, des tubes à essai, des éprouvettes graduées, une petite lampe à huile, des piles de cahiers à couverture de cuir craquelé, et, ce qui fit battre le cœur de Célestine à tout rompre, instruments chirurgicaux, scalpels rouillés, seringues en verre, pinces à épiler, et tout en bas de la pile, un boîte en bois verrouillé avec un vieux cadenas en bronze. Théo recula, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Célestine l'ignorait. Mais une chose était sûre, quelqu'un avait utilisé ce phare comme laboratoire. À en juger par la poussière accumulée, cela s'était produit il y a des décennies. Mais alors, pourquoi l'odeur de brûlé était-elle si récente? Avant qu'il puisse répondre, Lucien cria depuis l'entrée. « Maman, l'état de Simone s'aggrave. » Célestine laissa tout tomber et courut en arrière. Lucien était agenouillé, serrant sa petite sœur dans ses bras. Le visage de la fillette était rouge, mais ses mains étaient glacées. Elle tremblait violemment, les yeux révulsés, la bouche entr'ouverte dans un gémissement rauque et aigu. « Non, non, non !» Célestine tomba à genoux et prit Simone dans ses bras. La peau de l'enfant brûlait comme des braises. La fièvre était hors de contrôle. Margot se mit à pleurer. « Maman, est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va mourir comme grand-père l'avait prédit? »« Tais-toi, Margot !» la réprimanda Lucien, mais sa propre voix se brisait. Célestine serra Simone contre sa poitrine, sentant le petit cœur de sa fille battre la chamade contre le sien. Elle avait besoin d'eau, de médicaments, d'un médecin. Mais il n'y avait rien de tout cela ici. Il n'y avait que de la pierre froide, des ténèbres et des secrets enfouis. Et là, Théo a crié de l'intérieur, « Maman, il y a des escaliers qui descendent, des escaliers qui descendent !» Célestine releva brusquement la tête. « Quoi? Sous l'escalier en fer, il y a une trappe, et elle est ouverte. » Il se glaça le sang. Une trappe, escalier descendant, chambre souterraine. Elle regarda Simone, qui était légèrement secouée de convulsions dans ses bras. Elle regarda ses 4 autres enfants, qui la regardaient tous avec cette confiance désespérée propre aux enfants, la certitude que leur mère sait toujours quoi faire. Mais elle ne le savait pas. Elle n'en avait absolument aucune idée. Descendre dans des chambres inconnues, sous un phare abandonné avec 5 enfants affamés et une fille mourante dans les bras, où devait-elle partir, retourner au village et implorer une pitié qu'elle savait ne pas obtenir? C'est alors qu'elle a entendu un son venant d'en bas. Ce n'était pas le vent, ce n'étaient pas les vagues qui s'écrasaient contre les rochers. Un son métallique,
comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur un rocher. Et puis, silence absolu. Quelqu'un, ou quelque chose, était là-bas. Et qui que ce soit, j'avais remarqué leur présence. Le silence qui suivit était pire que n'importe quel son. Célestine se figea, serrant Simone si fort dans ses bras que la jeune fille laissa échapper un faible gémissement. Lucien se leva lentement, se plaçant entre sa mère et la trappe ouverte. Théo se recroquevilla contre le mur, le visage pâle comme de la cire. Margot et Étienne se serrèrent l'un contre l'autre, tremblants. Le bruit métallique ne se répéta pas. Mais maintenant, tout le monde pouvait le sentir, cette présence invisible, ce poids dans l'air, comme si le phare lui-même respirait. C'était peut-être le vent, murmura Lucien, mais même lui ne croyait pas à ses propres paroles. Célestine s'efforça de rester concentrée. Elle ne pouvait pas paniquer. Pas maintenant. Simone était en proie à une forte fièvre, et si elle restait là, exposée au froid de la nuit qui approchait, la jeune fille ne verrait pas le soleil se lever. Elle a pris une décision. Lucien, sa voix était ferme, plus ferme qu'elle ne l'était réellement. Prends le paquet. Théo, allume la lanterne que tu as vue là-bas, dans le matériel. Margot, tiens la main d'Étienne et ne la lâche pour rien au monde. Maman, tu ne penses pas à... commença Lucien, les yeux écarquillés. Oui, je le suis, descendons. Mais que se passerait-il s'il y avait quelqu'un là-dessous, et si c'était dangereux? Célestine regarda Simone qui respirait à peine, les lèvres bleuies. Plus dangereux que de voir ma fille mourir sous mes yeux, il n'y a rien. Et il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle n'a pas dit à voix haute, mais qui lui trottait dans la tête depuis qu'elle avait vu ce matériel médical, ces fioles de verre. Et s'il y avait des médicaments là-dessous? Et s'il y avait une chance? Théo parvint à allumer la lampe avec le morceau de bois où brûlait encore une faible braise. La lumière dorée et vacillante emplit la pièce, révélant davantage encore la décrépitude des lieux. Lucien ramassa le paquet et l'attacha à son dos. Margot serrait Étienne si fort que ses doigts étaient blancs. Célestine s'approcha de la trappe. C'était une ouverture carrée dans le sol de pierre, d'environ 1 mètre de côté. Un escalier de pierre descendait en colimaçon, disparaissant dans l'obscurité humide. L'air qui s'en dégageait était froid, glacial, et avait une odeur étrange. Ce n'était pas de la décomposition, c'était chimique, comme de l'éther mêlé à quelque chose de doux et de nauséabond. « Reste près de moi », ordonna Célestine en ajustant Simone dans ses bras. « Et s'il arrive quoi que ce soit, cours, ne te retourne pas. Cours, tout simplement. » Elle a commencé à s'affaisser. Les marches, étroites et irrégulières, étaient taillées à même la roche. Les parois environnantes, en pierre brute, étaient couvertes de mousse et ruisselaient d'eau salée. Chaque pas résonnait d'un son creux et profond, comme une descente au cœur même de la terre. La température baissait à chaque étape. Théo tremblait derrière elle, tenant la lanterne à 2 mains. La flamme dansait, donnant vie aux ombres sur les murs. « Combien de temps encore, maman ?» La voix de Margot n'était qu'un murmure effrayé. « Je ne sais pas, ma chérie, mais on y est presque. » Ce n'était pas vrai, elle n'avait aucune idée de la profondeur de cet escalier. Enfin, après ce qui sembla une éternité, les marches s'achevèrent. Ils ont émergé dans une chambre souterraine. Ce n'était pas grand, peut-être 6 mètres de long sur 4 mètres de large, mais c'était équipé, il a été récemment équipé. La lumière de la lampe révéla au centre une table en bois recouverte de papier, de bouteilles en verre contenant des liquides de couleurs variées, de piles de cahiers ouverts, et ce qui fit halter Célestine, instruments chirurgicaux propres et organisés. Il y avait une étagère entière de médicaments bouteilles, étiquetés à la main. Morphine, quinine, éther, chloroforme, teinture d'iode, sel de mercure. Il y avait un lit de camp en fer appuyé contre le mur, avec une couverture pliée et un oreiller qui portait encore l'empreinte d'une tête. Et il y avait, sur le mur d'en face, un tableau noir recouvert de notes écrites à la craie blanche.
équation chimique, schéma du corps humain, liste de symptômes. Et en haut du tableau, écrit en grandes lettres irrégulières, la contamination n'était pas accidentelle. Célestine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas une cachette abandonnée. C'était un laboratoire actif. Quelqu'un était Vimet, et cette personne savait quelque chose à propos de contamination. Mère. Lucien désigna le coin le plus sombre de la pièce. Là, partiellement dissimulé par une pile de caisses en bois, se trouvait un deuxième passage. Ce n'était pas un escalier. C'était un tunnel horizontal, creusé dans la roche, suffisamment large pour qu'une personne puisse y passer en s'accroupissant. Et de l'intérieur du tunnel, très faiblement, très loin, vint un coup dur. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas l'eau, air, respiration. Quelqu'un respirait, haletante, rapidement, comme s'il courait ou se cachait. Théo laissa tomber la lanterne. Le verre se brisa sur le sol de pierre avec un grand craquement, et la flamme s'éteignit. Les ténèbres les engloutirent complètement. Et puis, venant de l'intérieur du tunnel, une voix. Voix rauque, voix tremblante, voix masculine. « Qui est là ?» Margot a hurlé. Célestine serra Simone contre sa poitrine, la faisant reculer jusqu'à heurter le mur de pierre humide. Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine sa propre respiration. « Répondre !» insista la voix, plus forte maintenant, avec une note de désespoir. « Vous venez du village? Ils vous ont envoyé ici ?» Lucien, dans l'obscurité, agrippa le bras de sa mère. « Maman, il faut qu'on parte d'ici. Maintenant. » Mais Célestine était paralysée, car dans l'obscurité quasi totale, elle aperçut quelque chose. Une lumière, faible, mais en croissance, en provenance du tunnel. Quelqu'un arrivait, et cette personne portait une bougie. La lumière s'intensifia, révélant d'abord une silhouette incurvée, puis un visage. Un homme. Vieux? Ou peut-être qu'il en avait seulement l'air. Il avait des cheveux blancs et bourriffés, une longue barbe sale et des vêtements sombres et déchirés. Ses yeux étaient enfoncés, cernés de pourpre, mes cils brillaient d'une intensité effrayante. Il s'arrêta à l'entrée du tunnel, tenant la bougie d'une main tremblante. Il regarda Célestine. Ses 5 enfants. Simone, inconsciente dans les bras de sa mère. Et puis son expression a changé. De la peur à quelque chose comme « reconnaissance ». « Non », murmura-t-il, la voix brisée. « C'est impossible. Toi, tu es sa fille. » Célestine Geloux. « De quoi parles-tu » L'homme fit un pas en avant, la lueur de la bougie vacillant. « Antoine Bellamy. Vous êtes la fille d'Antoine Bellamy. » Le nom de son père, prononcé par cet étranger enterré vivant sous un phare abandonné, résonna comme un coup de feu. « Comment connais-tu ce nom ?» L'homme laissa échapper un rire rauque et sans humour. « Comment le sais-je, madame ?» dit-il en désignant le tableau noir, les étagères à médicaments et les cahiers éparpillés sur la table. « J'ai travaillé avec lui. » Célestine sentit le monde tourner. « C'est un mensonge. » « Ce n'est pas un mensonge, » dit-il en s'approchant, et elle put alors mieux voir son visage. Il avait des cicatrices, de vieilles brûlures aux mains. « J'étais aide-soignant à l'hôpital de Rennes quand votre père y travaillait encore, avant son départ pour Saint-Malo. Avant tout, effondrement. » Lucien se plaça entre l'homme et la mère. « Éloignez-vous. » Maintenant. Mais l'homme ignora le garçon. Son regard restait fixé sur Célestin. Il n'a empoisonné personne. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. « Quoi ?» Célestine parvint à peine à murmurer. « Ton père n'a pas empoisonné ces gens. Ils ont essayé de les sauver, mais lorsqu'il a découvert la vérité, lorsqu'il a découvert qui contaminait réellement l'approvisionnement en eau du village, ils l'ont fait taire. » Simone laissa échapper un gémissement aigu et se convulsa dans les bras de Célestine. L'homme regarda l'enfant, et son expression changea de nouveau.
Cette fois, c'était de l'horreur pure. Non, dites-moi qu'elle n'a pas bu l'eau du robinet. Dites-moi qu'elle n'a pas bu à la fontaine publique du village. Célestine ne put répondre. Il avait-on à donner de l'eau à Simone à la source. Il y a 3 jours. Le dernier matin avant leur fuite. L'homme ferma les yeux. Ça a donc déjà commencé. Qu'est-ce qui a déjà commencé? S'écria Célestin, sa voix résonnant dans la chambre de Pierre. Que se passe-t-il avec ma fille? L'homme ouvrit les yeux, et lorsqu'il parla, sa voix était celle d'un homme rongé par des décennies de culpabilité. La même chose est arrivée à tous les autres enfants au cours des 30 dernières années. Il désigna les bouteilles sur l'étagère. Mais peut-être il est encore temps. Célestine n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Le temps de quoi? Sa voix était un murmure rauque, lourd de peur et de désespoir. L'homme s'approcha de la table et plaça la bougie dans un support en fer improvisé. La faible lumière éclairait son visage d'une manière inquiétante, révélant les profondes rides autour de ses yeux et les marques sombres sur ses mains, des marques qui ressemblaient à des brûlures chimiques, anciennes et jamais complètement guéries. « Il est temps de neutraliser le poison », dit-il en fouillant parmi les fioles d'une main tremblante. « Mais je dois savoir exactement depuis combien de temps elle a bu. Chaque heure compte, chaque minute. » Célestine essaya de calculer. 3 jours. 72 heures, peut-être plus. 3 jours, répondit-elle, la voix brisée. L'homme se figea. Il se tourna lentement vers elle, et l'expression sur son visage était celle de quelqu'un qui venait d'assister à une condamnation à mort. 3 jours, répéta-t-il presque pour lui-même. Alors les symptômes sont déjà avancés. Forte fièvre, convulsions, déshydratation extrême. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Lucien s'avança, les poings serrés. Dis-le-moi maintenant. L'homme regarda le garçon, puis Célestine, puis l'enfant inconscient dans ses bras. Si je ne fais rien, oui, elle mourra à l'aube. Margot laissa échapper un sanglot étouffé. Étienne enfouit son visage dans l'épaule de Lucien. Théo, toujours debout dans le coin, avait les larmes qui ruisselaient sur son visage sale. Célestine sentit quelque chose se briser en elle, mais ce n'était pas du désespoir. Pas cette fois. C'était colère, une rage ancestrale et bouillonnante, venue des profondeurs de son être, la même source qui lui avait donné la force de tenir bon lorsque son mari les avait abandonnés, lorsque le village l'avait expulsée, lorsque le monde entier avait décidé qu'elle ne méritait pas d'exister. « Alors fais quelque chose », dit-elle d'une voix d'acier. « Fais tout ce qu'il faut. » L'homme hésita. « Vous ne comprenez pas. Le traitement est expérimental, ton père et moi l'avons développé ensemble, mais nous n'avons jamais pris le temps de le tester. Pas sur des humains. Et si ça tourne mal? Si ça tourne mal, elle meurt, interrompit Célestine en s'avançant. Et si vous ne faites rien, elle meurt de toute façon. Alors dites-moi, quelle est la différence? Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Finalement, l'homme hocha la tête. Très bien, mais vous devez suivre mes instructions à la lettre. Et il regarda ses 4 autres enfants. Ils ne peuvent pas rester ici. Ce que je m'apprête à faire est délicat. La moindre distraction pourrait leur être fatale. Lucien s'avança d'un air défiant. Je ne vais pas laisser ma mère seule avec un étranger qui vit sous un phare comme un rat. L'homme sourit tristement, courageux, tout comme son grand-père. Antoine ne faisait confiance à personne non plus. C'est ce qui lui a permis de survivre, jusqu'à ce que ça ne suffise plus. Célestine colloqua main ou ombre de Lucien. Emmenez vos frères là-haut. Restez près de l'entrée, mais à l'intérieur du phare. Si je crie, vous courez, compris? Lucien hésita, regardant sa mère, puis l'étranger, puis Simone. Je te fais confiance, maman, mais pas à lui. Je sais, murmura Célestine en embrassant le front de son fils. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Lucien finit par céder. Il rassembla ses frères et les ramena à l'escalier de pierre. Margot se retourna une dernière fois, les yeux rougis par les larmes, avant de disparaître dans l'obscurité. Lorsque le bruit de leurs pas s'estompa, l'homme soupira.
Mettez-la ici, dit-il en désignant le lit de fer. Célestine déposa Simone avec précaution. La fillette était inconsciente, le visage petit et pâle, les lèvres gercées. Sa respiration était superficielle et irrégulière. L'homme alluma 2 autres bougies, éclairant mieux la pièce. Puis il se mit à travailler avec une efficacité effrayante, comme s'il l'avait fait 1000 fois, ou comme s'il l'avait répété mentalement pendant des années. Il ramassa une bouteille étiquetée comme « antidote », composé B, a mesuré 3 gouttes d'un liquide transparent dans une seringue en verre, a ajouté 2 gouttes provenant d'un autre flacon, marqué comme stabilisateur neuronal, et il mélangeait le tout avec une précision quasi religieuse. Célestine observait chaque mouvement, les muscles tendus, prêts à intervenir au moindre signe de danger. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Un mélange de sel de mercure neutralisé, de charbon actif et d'une substance extraite d'algues dont votre père a découvert les propriétés détoxifiantes, » répondit-il sans la regarder, concentré intensément. « La contamination est due à arsenic de l'arsenic dissous dans l'eau de la fontaine publique du village. À faible dose, sur plusieurs années, il provoque des maladies chroniques, mais chez les jeunes enfants, surtout si la dose est concentrée, c'est fatal. » Exactement. Il se retourna, tenant la seringue à la lueur de la bougie. Le liquide à l'intérieur était d'une légère teinte bleutée. Cela neutralisera le poison dans son sang. Mais son corps réagit déjà. Fièvre, convulsions, lésions rénales et hépatiques. Si son corps n'est pas assez fort pour y résister, elle s'en sortira, dit Célestine, comme si elle pouvait forcer la réalité à obéir à sa volonté. L'homme acquiesça. Il s'approcha de Simone, désinfecta le bras maigre de l'enfant avec un linge imbibé d'alcool et lui administra l'injection. Simone n'a même pas bougé. Il ne nous restait plus qu'à attendre. L'homme recula, rangea la seringue et s'assit lourdement sur une chaise en bois délabré. Il passa ses mains sur son visage, épuisé. Célestine resta debout près de sa fille, tenant sa petite main froide. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Si ça marche, la fièvre commencera à baisser dans 1 heure. Si ça ne marche pas, vous le saurez. » Le silence revint remplir la chambre. Au bout de quelques minutes, Célestine prit la parole sans quitter Simone des yeux. « Qui es-tu » L'homme laissa échapper un rire fatigué. « Mon nom est Dr Émile Garnier, j'étais médecin. J'étais chercheur. J'étais le collègue de votre père. Et maintenant, il jeta un coup d'œil à la chambre sombre et humide. Je suis un fantôme qui vit sous terre. Pourquoi êtes-vous ici ?» Émile resta longtemps silencieux. Puis, lentement, il commença à parler. « Il y a 30 ans, Antoine et moi avons découvert quelque chose d'horrible. La compagnie de pêche qui dominait Saint-Malo, les pêcheries de l'Atlantique, ils déversaient des déchets chimiques directement dans la rivière qui alimente le village en eau potable. Arsenic, plomb, mercure, tous des sous-produits de la transformation industrielle du poisson. Ils savaient qu'ils contaminaient l'eau. Ils savaient que les gens tombaient malades. Mais ils s'en fichaient, car l'appât du gain était trop important. Célestine sentit une boule dans la gorge. « Et mon père a découvert ça ?» Il ne s'est pas contenté de le découvrir. Il a tout documenté. Il a prélevé des échantillons d'eau, effectué des analyses chimiques et recensé les cas de maladies inexpliquées dans le village. Il comptait tout révéler. Il allait porter l'affaire devant les autorités de Rennes, voire de Paris. Et que s'est-il passé? Émile leva les yeux et il y avait de la douleur, une douleur ancienne et profonde. Ils l'ont tué. Les mots tombèrent comme une lame. Célestine sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Ton père n'est pas mort de cause naturelle, Célestine. Il était empoisonné avec la même substance qu'il tentait de dénoncer. C'était leur façon de faire passer un message, le silence ou la mort. » Des larmes brûlantes coulaient sur le visage de Célestine, mais elle ne les essuya pas. Elle resta là tenant la main de sa fille,
écoutant la vérité qui avait été enterrée avec son père. Et après sa mort, poursuivit Émile d'une voix rauque, il leur fallait un coupable. Alors ils répandirent la rumeur qu'Antoine avait empoisonné ses propres patients. Ils falsifièrent ses dossiers. Ils placèrent des preuves dans la pharmacie. Et le village y crut. Car il était plus facile de croire qu'un homme bon était devenu fou que d'accepter que l'eau qu'il buvait chaque jour les tuait à petit feu. « Et toi » demanda Célestine en le regardant enfin. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi t'es-tu caché ?» Émile baissa la tête. « Parce que je suis un lâche. Quand ils ont tué Antoine, je me suis enfui. Je suis venu ici au phare parce que je savais que personne ne viendrait, et je suis resté. Pendant 30 ans. J'ai continué mes recherches, j'ai essayé de mettre au point un antidote, en me disant peut-être qu'un jour j'aurai le courage de revenir et de dire la vérité. » Il regarda Simone. « Mais je n'en ai jamais eu. » Célestine ferma les yeux. Tout s'éclairait. Le rejet du village, la cruauté, le silence. Il ne s'agissait pas seulement de son père. Il s'agissait de « garde le secret ». Si elle et ses enfants mouraient de faim et de maladie, ce serait une preuve supplémentaire que la famille Bellamy était maudite. Personne ne poserait de questions. Personne n'enquêterait. Le secret resterait enfoui. Et si elle ne me laissait pas faire? Célestine ouvrit les yeux, et lorsqu'elle regarda Émile, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Détermination. « Tu vas tout m'apprendre », dit-elle d'une voix ferme comme la pierre. « Tout sur la contamination, sur l'antidote, sur les preuves. Absolument tout. » Émile cligna des yeux, perplexe. « Pourquoi ?» Célestine regarda Simone, puis le regarda de nouveau. « Car si ma fille survit cette nuit, je ferai ce que mon père n'a pas pu faire. Je vais dire la vérité. Et aucun lâche, aucune multinationale, aucun village entier ne m'arrêtera. » L'heure qui suivit fut la plus longue de la vie de Célestin. Elle resta auprès de Simone, tenant la petite main glacée de sa fille, observant chaque respiration superficielle, chaque tremblement, chaque spasme involontaire. Une sueur froide perlait sur le front de la fillette, et son petit corps semblait si fragile, si frêle sur ce lit de camp en fer rouillé. Émile était assis de l'autre côté, vérifiant le pouls de Simone de ses doigts tremblants toutes les 10 minutes, observant ses pupilles dilatées à la lueur d'une bougie, murmurant des chiffres et des observations comme s'il priait. Là-haut, à travers le plafond de pierre, Célestine entendait de temps à autre les pas de ses autres enfants. Lucien faisait les 100 pas, agité. Margot pleurait doucement. Théo essayait de la consoler. Étienne s'était endormi, trop épuisé pour continuer à lutter contre sa peur. Le temps s'éternisait comme de la mélasse. 30 minutes, 40, 50. L'état de Simone ne s'améliorait pas, mais il ne s'aggravait pas non plus. Célestine ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, elle pria. Non pas le Dieu de l'Église qui l'avait rejeté, mais quelque chose de plus grand, de plus ancien. L'océan qui se brisait contre les rochers au loin, la terre où se dressait le phare, le souvenir de son père qui n'avait jamais eu la chance de se défendre. S'il vous plaît, juste une dernière fois, laissez-la vivre, je m'occuperai du reste. C'est alors que Simone a toussé, un son faible, mais réel. Célestine ouvrit soudain les yeux. Émile se pencha en avant et posa la main sur le front de la jeune fille. « La fièvre » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion qu'il s'efforçait de contenir. « Elle baisse. » Célestine toucha le visage de Simone. Il était encore chaud, mais pas brûlé de plus. La peau n'était plus aussi sèche que du papier. Il y avait de la sueur, une sueur froide et abondante. « Est-ce que c'est bon ?» demanda-t-elle, craignant d'y croire. « C'est formidable, » répondit Émile. Et pour la première fois depuis que Célestine l'avait vu, il sourit. Un petit sourire fatigué mais sincère. Son corps réagit. Il élimine le poison. Elle ira bien. J'ai mis du temps à comprendre ces mots.
Et puis Célestine s'est effondrée. Non pas dans le désespoir, dans relief. Elle se pencha sur sa fille, des larmes silencieuses tombant sur la vieille couverture, et laissa tout sortir. La peur, la colère, le poids insupportable de porter 5 vies sur ses épaules, alors que le monde entier essayait de l'écraser. Émile détourna le regard, lui laissant un moment d'intimité. Au bout de quelques minutes, Célestine reprit ses esprits. Elle s'essuya le visage du revers des mains, prit une profonde inspiration et se leva. « Merci, dit-elle en regardant Émile. Il secoua la tête. Ne me remerciez pas encore. Elle aura besoin d'autres doses dans les prochaines 24 heures, et elle a besoin d'eau potable, de nourriture et de repos. Mais le pire est passé. » Célestine acquiesça. Puis, le regard de nouveau déterminé, elle dit « Maintenant, enseignez-moi, montrez-moi tout. » Émile hésita. « Célestine, révéler cette vérité est dangereux. Les pêcheries Hill ont du pouvoir, ils ont de l'argent. Ils ont des relations avec des politiciens à Rennes, peut-être même à Paris. Si vous commencez à poser des questions, si vous commencez à fouiller dans le passé, ils vont essayer de me faire taire, a ajouté Célestine, tout comme ils ont fait taire mon père. Exactement. Elle haussa les épaules, un air froid et calculateur prenant place sur son visage. Qu'ils essaient donc. Mais cette fois, ce ne sera pas si facile, car je n'ai rien à perdre. Comprenez-vous? Rien. Ils m'ont déjà tout pris. Ma réputation, ma maison, ma place dans le monde. Il ne me reste que mes enfants. Et si je ne fais rien, si je laisse faire, combien d'autres enfants mourront comme Simone a failli mourir? Émile resta silencieux. Puis, lentement, il se leva et se dirigea vers la table recouverte de papier. « Très bien, » dit-il en prenant un des carnets reliés en cuir. « Je vais vous montrer. Mais vous devez comprendre, il ne s'agit pas seulement de vengeance, il s'agit de justice. Et la justice a un prix. »« Je suis prête à payer, » répondit Célestine sans hésiter. Émile ouvrit le cahier. Les pages étaient couvertes de notes méticuleuses, de schémas, de tableaux et de graphiques. L'écriture était serrée et précise, celle d'un scientifique. « Voilà le fruit de 30 années de travail, » dit-il en tournant lentement les pages. « Chaque cas de maladie inexpliquée dans le village depuis 1902, chaque décès prématuré, chaque enfant mort d'une fièvre mystérieuse, chaque adulte qui s'est éteint de causes inconnues. J'ai tout consigné. » Célestine regarda les noms inscrits sur les listes. Elle en reconnut certains. Des voisins, des connaissances, des enfants qui avaient joué avec Lucien quand il était petit. Ils sont tous morts. Et ceci, dit Émile en se tournant vers une section marquée d'un ruban rouge, ce sont les analyses chimiques de l'eau. Votre père a prélevé des échantillons à la source publique, à la rivière, et même dans des puits privés. Tous contaminés, tous avec des niveaux dangereux d'arsenic. Il montra du doigt une carte dessinée à la main, montrant Saint-Malo-sur-Falaise et ses environs. L'usine de les pêcheries Hill se trouve ici, en amont. Il déverse les déchets directement dans la rivière. Le courant emporte tout jusqu'au village. Et comme la fontaine publique est alimentée par une nappe phréatique souterraine reliée à la rivière, tout le monde boit du poison, conclut Célestine, sentant la bile lui monter à la gorge. Exactement. Et le pire, c'est qu'ils, s'ils savent-ils, l'ont toujours su. Il existe des documents internes à l'entreprise, lettres, notes de service, qui le prouvent. Votre père a réussi à en intercepter certains. Ils sont tous ici. Il ramassa une pile de papier jauni et plié, couvert de tampons et de signatures officielles. Célestine prit un des documents et le lut. Il s'agissait d'une lettre datée de mars 1901, signée par le directeur de la société, un homme nommé Alphonse Moreau. Les niveaux de contamination sont préoccupants, mais l'arrêt des opérations coûterait des milliers de francs. Je recommande que nous poursuivions jusqu'à ce qu'une solution plus économique soit trouvée. Les décès sont suffisamment rares et espacés pour ne pas éveiller les soupçons. Célestine ressentit une vague de nausée. « Il le savait », murmura-t-elle.
et il s'en fichait. Pire encore, dit Émile, en désignant une autre lettre. Quand ton père a commencé à enquêter, quand il a commencé à poser des questions, ils ont envoyé quelqu'un pour régler le problème. Il montra une autre lettre. Celle-ci n'était pas signée. Juste 3 lignes manuscrites. Bellamy en sait trop, il faut le neutraliser. La discrétion est essentielle. Célestine ferma les yeux, les mains tremblantes tandis qu'elle tenait le papier. Son père n'était pas paranoïaque. Il n'était pas devenu fou. Il était assassiné pour avoir fait ce qu'il fallait. Et elle, sa fille, avait vécu pendant des années en croyant qu'il était un monstre. La culpabilité menaçait de l'étouffer, mais alors elle se souvint de Simone. Elle se souvint des paroles du médecin. Elle ira bien. Il se souvint pourquoi il était là. Il ouvrit les yeux. Il me faudra des copies de tout ça, dit-elle d'une voix ferme. Chaque document, chaque analyse, chaque liste. Pouvez-vous faire ça? Émile hocha la tête. Je peux. Mais cela prendra du temps. Et de l'encre. Et du papier. Nous avons le temps, répondit Célestine. Nous resterons ici quelques jours, jusqu'à ce que Simone soit complètement rétablie. Et en attendant, tu m'apprendras tout. Comment analyser l'eau, comment identifier les symptômes d'un empoisonnement, comment préparer l'antidote. Absolument tout. Émile la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu vas vraiment le faire, n'est-ce pas? Tu vas les affronter. Célestine ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se dirigea vers l'entrée du tunnel et scruta l'obscurité au-delà. Elle pouvait entendre, au loin, le bruit des vagues se brisant contre les rochers. L'océan était impitoyable. Il ne montrait aucune pitié. Il n'oubliait jamais. Elle non plus. Mon père a essayé seul, dit-elle sans se retourner, et ils l'ont tué. Mais je ne suis pas seul, j'ai les preuves, et j'ai quelque chose que mon père n'avait pas. Quoi? Demanda Émile. Célestine finit par se retourner, et ses yeux brillèrent dans la faible lueur des bougies. Rien à perdre. Au cours des 3 jours suivants, le phare se transforma en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un sanctuaire. Célestin et ses enfants s'installèrent dans les chambres souterraines. Émile, qui avait vécu seul pendant 30 ans, se retrouva soudain entouré de voix, de rires, de cris et de vie. Lucien a aidé à réorganiser le matériel en empilant des caisses et en nettoyant l'espace. Théo était fasciné par les instruments scientifiques et passait des heures à observer Émile travailler, lui posant sans cesse des questions. Margot et Étienne jouaient dans un coin, construisant des châteaux imaginaires avec des pierres et des morceaux de bois. Et Simone reprit lentement vie. Le 2e jour, elle ouvrit les yeux. Le 3e jour, elle sourit. C'était la première fois que Célestine voyait sa fille sourire depuis leur fuite du village. Entre-temps, Émile tint sa promesse. Il apprit tout à Célestine. Comment préparer l'antidote, comment identifier les symptômes, comment lire les documents techniques et comment faire des copies méticuleuses de chaque élément de preuve. Le soir, assis autour d'un petit feu de camp improvisé, alimenté par du vieux bois que Lucien avait trouvé dans les ruines du phare, Émile racontait des histoires sur Antoine, sur son intelligence, sur la façon dont il prenait soin de chaque patient, sur sa ténacité. Célestine écouta en silence, découvrant un père qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Et lentement, quelque chose changea en elle. La douleur commença à se transformer en but. Le matin du 4e jour, Célestin se réveilla avec une décision déjà prise. Elle descendit jusqu'à l'endroit où Émile dormait, assis dans un vieux fauteuil, la tête penchée sur le côté. « Émile » l'appela-t-elle doucement. Il se réveilla en sursaut, clignant des yeux. « Oui, que s'est-il passé? Simone va bien ?»« Simone se porte à merveille, » dit Célestine en esquissant un sourire. « Mais je dois y aller. » Émile fronça les sourcils. « Partir? Aller où? » « Retour au village. » La peur se peignit sur le visage du vieux médecin. « Célestine, non. C'est trop dangereux. S'ils le découvrent, ils partent. Découvrez-le, » l'interrompit-elle. « Parce que je vais leur dire.
Je retourne là-bas. Je vais leur montrer les preuves. Je vais m'assurer que la vérité éclate. Mais comment? Personne ne te croira. Tu es la fille de l'empoisonneur. Pour eux, tu es maudit. Je sais, dit Célestine calmement. Mais c'est peut-être précisément pour cela que je travaillerai. Émile ne comprenait pas. Célestin s'agenouilla devant lui, tenant ses vieilles mains tremblantes. Vous allez tout me donner. Tous les documents, toutes les preuves. Et j'irai à l'église. Devant tout le monde. En plein milieu de la messe du dimanche. Et je dirai la vérité, ils vont te mettre à la porte. Ou pire. Peut-être, admit Célestin. Mais peut-être pas. Car cette fois, je ne vais pas demander grâce. Je vais l'offrir. Procézette, je proposerai poire l'antidote. Le remède. Pour tous les enfants qui peuvent encore être sauvés. Émile resta silencieux. Puis, lentement, il hocha la tête. « Tu es exactement comme lui, » murmura-t-il, les yeux brillants. « Têtu, courageux, téméraire. » Célestine sourit. « Je prends ça comme un compliment. » Dimanche matin, gris et humide. Un épais brouillard s'élevait de l'océan, enveloppant les falaises et le village de Saint-Malo-sur-Falaise comme un linceul fantomatique. Au loin, la cloche de l'église sonnait, appelant les fidèles à la messe de 10 heures, un rituel que le village suivait religieusement, sans faute, depuis des temps immémoriaux. Célestine se tenait à l'entrée du phare, le regard perdu sur le village au loin. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré, et sa robe de deuil, la seule qu'elle possédait, avait été lavée et rapiécée du mieux qu'elle avait pu. Elle tenait entre ses mains une mallette en cuir usé, remplie de documents, de lettres, d'analyses chimiques et de listes de personnes décédées. Tout ce qui restait de l'œuvre de son père, tout ce qui pourrait prouver son innocence, ou la condamner purement et simplement. Derrière elle, Lucien ajusta un sac à dos sur son dos. À l'intérieur se trouvaient des fioles d'antidote, soigneusement enveloppées dans de vieux chiffons, pour éviter qu'elles ne se cassent. Théo tenait la main de Margot, qui tenait celle d'Étienne. Simone était dans les bras d'Émile, encore faible. Mais vivaces et petits yeux sombres observèrent sa mère avec une confiance inébranlable. « Tu en es sûr ?» demanda Émile pour la 10e fois. Célestine se tourna vers lui. Son visage était calme, mais déterminé. Il y avait quelque chose de différent chez elle maintenant. Quelque chose qui n'était pas là lorsqu'elle était arrivée au phare 4 jours plus tôt. Elle n'était plus la veuve désespérée fuyant le rejet. Elle était autre chose. « Oui », répondit-elle simplement. Émile hésita, puis lui confia Simone. Célestine prit sa fille dans ses bras, embrassa son front chaud et la lui rendit. « Reste ici avec eux, » dit-elle. « Si je ne suis pas rentrée avant le coucher du soleil, toi où? Retourne-y » l'interrompit Lucien d'une voix trop ferme pour un garçon de 14 ans. Célestin sourit tristement à son fils. Elle lui caressa le visage. « Si je ne reviens pas, » répéta-t-elle en regardant Émile, « tu sais ce qu'il te reste à faire. Emmène-les à Rennes, contacte les autorités, montre-leur tout, ne laisse pas cette affaire s'enliser. » Émile hocha la tête, les yeux humides. « Que Dieu ça protégea, Célestine. »« Dieu ne m'a pas protégé jusqu'à présent, » répondit-elle en prenant la mallette en cuir. « Mais mon père, lui, l'a fait, et maintenant c'est à mon tour de le protéger. » Elle se mit à marcher. Le chemin du retour vers le village était le même que celui que j'avais emprunté quelques jours auparavant, mais il me paraissait complètement différent à présent. Chaque pierre, chaque virage, chaque cri des mouettes au-dessus de moi, tout avait une nouvelle signification. C'était comme marcher vers son propre jugement. Mais Célestin n'avait pas peur. Ou peut-être que si. Mais il avait appris, durant ces années passées au phare, que la peur et le courage n'étaient pas des contraires. Le courage n'était pas l'absence de peur. C'était avancer malgré elle. Le brouillard commença à se dissiper lorsqu'elle atteignit les premières maisons du village. Les rues pavées étaient désertes. Tout le monde était déjà à l'église. Parfait. Elle traversa la place principale,
Passant devant la fontaine publique où, des décennies auparavant, des enfants jouaient, ignorant qu'ils buvaient du poison, là où Simone avait bu 3 jours avant de frôler la mort. L'église se dressait au sommet d'une petite colline, un ancien édifice de pierre aux vitraux et aux clochers qui dominait tout le village. Les solides portes de bois étaient ouvertes, et de l'intérieur s'élevaient les sons de l'orgue et les voix des fidèles chantant un hymne. Célestine gravit lentement les marches. À chaque pas, il sentait le poids de la mallette entre ses mains, le poids de décennies de silence, le poids des morts qui réclamaient justice. Il s'arrêta à l'entrée. À l'intérieur, l'église était bondée. Des familles entières occupaient les bancs en bois. Des hommes vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, des femmes avec des châles sur les épaules, des enfants agités qui essayèrent de rester calmes. À l'autel, Padre Christofil a dirigé la cérémonie, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Personne n'avait encore remarqué Célestine. Elle prit une profonde inspiration. Puis, d'un pas assuré, il entra. Le bruit de ses chaussures sur la pierre résonna trop fort dans le silence soudain qui suivit. Une tête se tourna, puis une autre, et encore une autre. En quelques secondes, toute l'église la regardait. Le père Christophe s'interrompit au milieu de sa phrase, la bouche encore ouverte, les yeux écarquillés. « Toi, commença-t-il d'une voix tremblante, tu ne devrais pas être ici. Je sais, répondit Célestine d'une voix claire et ferme, mais je dois l'être. Des murmures se répandirent dans les bancs, des voix basses, scandalisées. C'est elle, la fille de l'empoisonneur. Quelle audace, que quelqu'un la mette à la porte. Mais personne ne bougea, peut-être par choc, peut-être par curiosité, ou peut-être parce que, au fond, tout le monde savait que quelque chose n'allait pas dans le village, quelque chose que personne n'osait nommer. Célestin s'avança au milieu de l'allée et se tourna vers l'assemblée. « Je sais ce que vous pensez de moi, commença-t-elle, sa voix résonnant. Vous pensez que je suis maudite, que mon père était un monstre, que ma famille a porté malheur à ce village. Silence absolu. Mais vous avez tort. Un homme au fond s'est levé. C'était Monsieur Dubois, le propriétaire de l'épicerie, un homme costaud avec une moustache grise. Comment osez-vous venir ici, femme, après tout ce que votre père a fait, après toutes les personnes qu'il a tuées? Il n'a tué personne, répondit Célestin en le regardant droit dans les yeux. Il était assassiné pour avoir essayé de vous sauver. D'autres murmurent, d'autres voix. Blasphème. Il ment. Célestine ouvrit la mallette en cuir. Elle en sortit les documents et les brandit au-dessus de sa tête. Ce sont des lettres de l'entreprise. Les pêcheries de l'Atlantique, des lettres qui prouvent qu'il s'il savait qu'il contaminait l'eau du village, qu'il savait que des gens mouraient, et qu'il s'en fichait. Le père Christophe descendit de l'autel, le visage rougeau. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas venir ici et porter des accusations. »« Ça ne sont pas des accusations, » l'interrompit Célestine en jetant les papiers à ses pieds. « Si, faites lisez-le vous-même. Personne n'a bougé. Donc, une femme au premier rang, Madame Laurent, celui qui avait perdu 2 enfants à cause d'une fièvre mystérieuse au cours des 10 dernières années, se leva lentement. Son regard était fixé sur les papiers. « Que dis-tu » Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Célestine la regarda, et elle vit la douleur. La même douleur qu'elle portait en elle. « Je dis que vos enfants ne sont pas morts de cause naturelle, Madame Laurent. Ils étaient empoisonnés comme ma fille a failli l'être, comme des centaines d'autres enfants de ce village au cours des 30 dernières années. » Madame Laurent chancela. Son mari la rattrapa par les épaules. « Non, » murmura-t-elle, « ce n'est pas possible. L'eau de la fontaine publique, poursuivit Célestin en se tournant vers toute l'assemblée, est contaminée à l'arsenic. Un poison déversé en amont par l'usine. Mon père l'a découvert, et lorsqu'il a essayé de révéler la vérité, ils l'ont tué. « Mensonge !» cria quelqu'un au fond de la salle. C'était Capitaine Moreau, le neveu de l'ancien directeur de la société. Un homme grand et au regard froid se leva et désigna Célestine du doigt.
Que des mensonges d'une femme désespérée qui tente de laver l'honneur d'un criminel. Célestin se tourna vers lui. « Alors expliquez-moi ceci, » dit-elle en sortant un autre document du dossier. « Il s'agit d'une lettre signée par votre oncle, Alphonse Moreau, datée de 1901. Dans cette lettre, il admet... Savoir-elle soupçonne qu'elle ignore la contamination et décide de l'ignorer pour des raisons financières. Expliquez-lui, capitaine. Expliquez à Madame Laurent pourquoi la vie de ses enfants valait moins que les profits de l'entreprise familiale. » Le visage de Moreau pâlit, puis devint rouge. « Vous n'avez pas le droit. »« J'en ai parfaitement le droit, » cria Célestin, et sa voix résonna contre les murs de pierre comme le tonnerre. « Parce que ma fille a failli mourir, parce que mon père, il est mort, parce que vous tous, » elle désigna l'assemblée, « avez choisi le silence. Vous avez choisi de faire semblant de ne rien savoir, parce qu'il était plus facile de me blâmer, de blâmer mon père, que d'affronter la vérité. » Le silence qui suivit était assourdissant. Et puis Madame Laurent se mit à pleurer. Ce n'était pas un cri étouffé. C'était un cri fort et désespéré, celui de quelqu'un qui venait de découvrir la mort de ses enfants, aurait pu être évité. Son mari la serra dans ses bras, mais il pleurait lui aussi maintenant. D'autres commencèrent à s'agiter, échange de regards, chuchotements, peur, culpabilité, colère. Le père Christophe ramassa un des documents tombés au sol. Ses mains tremblaient, tandis qu'il lisait. Et lorsqu'il eut terminé, son visage était livide. « Que Dieu nous pardonne » murmura-t-il. Voyant la situation se retourner, le capitaine Moreau tenta de se replier vers la porte latérale de l'église. « Je ne savais rien de tout ça, » murmura-t-il. « Je le jure, Menteur !» La voix provenait d'un homme âgé en arrière-plan, Monsieur Gauthier, un pêcheur à la retraite, qui se tenait debout en s'appuyant sur une canne. « J'ai travaillé à l'usine pendant 20 ans, » dit-il d'une voix tremblante mais claire. « J'ai vu les fûts déversés dans la rivière, j'ai vu les poissons mourir en aval. Quand je me suis plaint, on m'a dit de me taire, sinon je perdrais mon emploi. Alors je me suis tu, et je porte ce fardeau de culpabilité depuis. » Il regarda Célestin. Elle dit la vérité. C'était comme briser un barrage. D'autres prirent la parole. Se levèrent. Avouèrent ce qu'ils avaient toujours su mais n'avaient jamais osé dire. Ma grand-mère est décédée de cette étrange maladie. Mon frère aussi. J'ai toujours pensé que cette eau avait quelque chose d'anormal. Et au milieu du chaos, Célestin restait planté au centre de l'église, serrant contre elle sa mallette en cuir, des larmes silencieuses coulant sur son visage. La vérité avait enfin éclaté. Le tumulte à l'intérieur de l'église s'intensifiait comme une tempête. Des voix s'élevèrent, certaines exprimant la colère, d'autres le désespoir, beaucoup le déni. Des familles endeuillées commencèrent à se lever, exigeant des réponses. Le capitaine Moreau tenta de s'échapper par la porte latérale, mais un groupe d'hommes furieux lui en bloqua le passage. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il, les mains levées en signe de défense. « L'entreprise a déjà fermé. Mon oncle est mort il y a des années. Il n'y a plus rien à faire. »« Mensonge !» s'écria quelqu'un. « L'usine est toujours là. Elle fonctionne toujours. » Célestine resta au centre, observant le chaos se déployer autour d'elle. Une partie d'elle éprouvait une sombre satisfaction. La vérité éclatait enfin après des décennies de silence forcé. Mais une autre partie, celle d'une mère qui connaissait le prix de la survie, savait que la colère non canalisée était dangereuse. Elle éleva la voix pour couvrir le tumulte. « Écoutez !» Le bruit s'estompa peu à peu. Les visages se tournèrent vers elle. « La colère ne ramènera personne, » dit-elle d'une voix ferme mais non cruelle. « Mais action, cela peut sauver ceux qui sont encore en vie. » Madame Laurent, le visage encore mouillé de larmes, fit un pas en avant. « Que veux-tu dire ?» Célestine rouvrit le dossier et en sortit un petit carnet. « Ces 4 derniers jours, j'ai appris d'un médecin. » Elle n'a pas mentionné le nom d'Émile, pour le protéger. « Comment préparer un antidote contre l'empoisonnement à l'arsenic? Ce n'est pas parfait. Ça ne marche pas dans tous les cas.
Mais chez les enfants qui sont encore au premier stade de la contamination, ça peut leur sauver la vie. Un silence attentif s'abattit sur l'église. Ma fille, Simone, était mourante il y a 4 jours, poursuivit Célestine, la voix légèrement brisée. Forte fièvre, convulsions, déshydratation, les mêmes symptômes que vos enfants, mais l'antidote l'a sauvée. Elle est vivante. Et vos enfants aussi, peut-être. Des rumeurs d'espoir commencèrent à se répandre. Monsieur Dubois, le marchand qui l'avait précédemment accusé, s'avança, le visage grave. « Comment savoir que vous dites la vérité? Comment savoir que ce n'est pas encore un piège ?» Célestin le fixa droit dans les yeux. « Parce que je n'y gagne rien. Ni argent, ni pouvoir. Je ne gagne que des ennemis. Mais je le fais parce que c'est la chose juste à faire, parce que c'est ce que mon père aurait fait. » Le père Christophe, tenant toujours les documents de ses mains tremblantes, prit enfin la parole. « Célestine ?» Il marqua une pause, comme s'il avait du mal à trouver les mots. « Nous vous avons mal jugé. Je vous ai mal jugé. Pardonnez-moi. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un du village lui présentait ses excuses. Célestin ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de regarder le prêtre, l'homme qui lui avait fermé les portes de l'église, qui l'avait condamné sans poser de questions. « Ne me demandez pas pardon, père, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Demandez aux enfants qui sont morts. Demandez à mon père. Je ne suis qu'une survivante qui essaie de faire ce qui est juste. Maintenant. » Elle se tourna vers l'assemblée. « Si vous avez des enfants malades à la maison, amenez-les à l'ancienne pharmacie de mon père. Je préparerai l'antidote, gratuitement, pour tous ceux qui en ont besoin. Mais il faut agir vite. Rapide, la contamination n'attend pas. » Madame Laurent fut la première à déménager. « Ma petite fille, » murmura-t-elle en saisissant le bras de Célestine. « Elle a 5 ans, elle a de la fièvre depuis 2 semaines. Les médecins de Rennes ont dit qu'il n'y avait rien à faire. »« Amenez-la ici, » dit Célestine en touchant la main de la femme. « Je vais essayer. » D'autres personnes ont commencé à s'approcher. Des parents désespérés, des grands-parents en larmes, des gens qui avaient ignoré les symptômes, les prenant pour de simples maladies courantes. Et puis, du fond de l'église, une autre voix s'éleva. Froid, calculateur, dangereux, c'est illégal. Tout le monde s'est retourné. À l'entrée de l'église, sa silhouette se détachant sur la lumière grise du jour, se tenait un homme en costume sombre et chapeau. Il s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent et son expression était impassible. Hermètre Boisseau, avocat d'entreprise Les Pêcheries de l'Atlantique. Il entra lentement, ses pas résonnant sur la pierre. « Célestine Bellamy, » dit-il d'une voix douce mais chargée d'une menace à peine voilée. « Vous portez de graves accusations contre une entreprise réputée. Des accusations sans preuve vérifiées par les autorités compétentes. C'est diffamation et distribuer des médicaments sans autorisation médicale, c'est crime. » L'atmosphère dans l'église devint tendue. Célestine n'a pas reculé. « J'ai toutes les preuves nécessaires, » répondit-elle en soulevant le dossier. « Des lettres signées, des analyses chimiques, des listes des personnes décédées. Tout a été documenté par mon père et le médecin qui travaillait avec lui. Des documents qui peuvent être falsifiés, » rétorqua Boisseau en haussant les épaules. Surtout par quelqu'un qui cherche désespérément à laver l'honneur d'un père criminel. Les tribunaux ne prendront pas ça au sérieux. Il fit quelques pas de plus, se rapprochant d'elle. Mais je peux vous proposer une solution raisonnable. L'entreprise est disposée à faire un don généreux à l'église, au village et aux familles touchées par ces tragédies inexplicables. En échange, vous oubliez ces théories du complot et vous retournez d'où vous venez. C'était une tentative de corruption, déguisée en œuvre de charité. Et Célestine savait que si elle acceptait, le silence reviendrait. L'argent ferait taire les voix. Les morts seraient oubliés. Exactement comme il y a 30 ans. Elle observa l'église. Elle vit les visages des gens qui avaient souffert, qui avaient perdu des enfants, des parents, des frères et sœurs,
Des gens qui, enfin, avaient la possibilité de comprendre pourquoi. Et il vit, dans les yeux de certains, la tentation d'accepter l'argent. Parce que l'argent était plus facile à obtenir que la justice. L'argent ne nécessitait pas de courage. Célestine ferma les yeux un instant. Elle pensa à Simone, presque morte dans ses bras. Elle pensa à son père, empoisonné et diffamé. Elle pensa à tous les enfants morts sous le regard silencieux des adultes. Il ouvrit les yeux. Non. Boisseau haussa un sourcil. Non, non, répéta-t-elle d'une voix plus forte. Je n'accepterai pas votre argent du sang. Je ne me tairai pas. Et je ne permettrai pas que ce village continue d'être empoisonné pour protéger les profits d'une entreprise meurtrière. Boisseau soupira comme s'il avait affaire à un enfant têtu. Vous me forcez donc à engager des poursuites judiciaires. Je vais porter plainte contre vous pour diffamation, exercice illégal de la médecine et, si nécessaire, trouble à l'ordre public. Il se retourna pour partir. J'espère vous revoir au tribunal, Madame Bellamy. Là où la justice triomphera, réel cela sera fait. Et il est parti. Le silence qu'il a laissé derrière lui était lourd comme du plomb. Monsieur Dubois fut le premier à prendre la parole, à voix basse. Célestine, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois. Les affronter en justice. Tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. Tu n'as pas les ressources. Ils vont te détruire. D'autres murmurèrent en signe d'approbation. C'est dangereux. Elle a des enfants à charge. Il vaudrait peut-être mieux accepter l'argent. Célestine sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle. Non pas par désespoir, de tromperie. Il faisait exactement ce qu'elle craignait. Choisir la facilité. Choisir le silence. Encore. Mais soudain, une jeune voix s'éleva. Je témoignerai. C'était Lucien. Célestine se retourna brusquement. Son fils se tenait sur le seuil de l'église, avec Théo, Margot et Étienne à ses côtés. Émile était un peu en retrait, tenant Simone dans ses bras. « Lucien, que fais-tu ici » murmura Célestine, le cœur battant la chamade. « J'ai tout vu, mère, » dit Lucien en s'approchant d'elle d'un pas assuré. « J'ai vu Simone frôler la mort, j'ai vu l'antidote la sauver. Et moi, je témoignerai au tribunal, devant quiconque cela s'avère nécessaire. » Théo s'avança à son tour, le menton haut. « Moi aussi. » Margot prit la main d'Étienne et hocha la tête, les yeux grands ouverts mais déterminés. Célestine sentit des larmes brûlantes lui monter aux yeux. Et puis un événement extraordinaire s'est produit. Madame Laurent se leva. « Je témoignerai aussi, au sujet de mes enfants, au sujet des symptômes, au sujet de tout. » Monsieur Gauthier frappa le sol de sa canne. « Et moi, à propos de ce que j'ai vu à l'usine. » Un à un, les autres commencèrent à se lever. Des personnes qui avaient perdu des êtres chers. Des personnes qui avaient vu des choses étranges, mais qui n'avaient jamais rien dit. Les gens qui étaient fatigués du silence. Même le père Christophe s'est avancé. « L'Église a des ressources, » dit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Je peux contribuer aux frais d'avocat, aux enquêtes, à tout ce qui est nécessaire. » Célestine regarda autour d'elle, à peine capable d'y croire. Je n'étais plus seule. Finalement, je n'étais plus seule. Elle essuya ses larmes et hocha la tête. Alors battons-nous, ensemble. Pas seulement devant les tribunaux. Allons voir les autorités à Rennes. Allons parler aux journaux. Faisons-le. Tous faites-leur savoir ce qui s'est passé, et nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Et tandis que l'Assemblée murmurait en signe d'approbation, tandis que des plans commençaient à se former, Célestin regardait par la fenêtre de l'église. Dehors, à travers le vitrail, elle pouvait voir le ciel gris de Bretagne. Et pour la première fois depuis des années, le poids ne paraissait plus si lourd. 6 mois plus tard. L'hiver est arrivé en Bretagne avec des vents mordants et une pluie glaciale qui martelait les pierres de Saint-Malo-sur-Falaise comme des doigts impatients. Mais à l'intérieur de l'ancienne pharmacie d'Antoine Bellamy, désormais rénovée, avec de nouvelles fenêtres et une enseigne fraîchement peinte qui disait «
Pharmacie Bellamy et Garnier. Il faisait chaud. Célestine se tenait derrière le comptoir en bois poli, dosant avec soin des gouttes de teinture d'iode dans un petit flacon. Ses mains, jadis tremblantes et marquées par le désespoir, se mouvaient désormais avec précision et assurance. Elle portait un tablier blanc immaculé par-dessus sa robe simple, et ses cheveux étaient relevés en un chignon pratique. Derrière elle, Émile rangeait des bouteilles sur une nouvelle étagère, marmonnant en vérifiant les étiquettes. Le vieux médecin était enfin sorti de l'ombre du phare. Il était toujours maigre, conservait ce regard hanté de quelqu'un qui portait le poids de la culpabilité depuis des décennies. Mais il y avait désormais autre chose. But. La porte de la pharmacie s'ouvrit au son de la clochette nouvellement installée. Madame Laurent entra en époussetant son châle. Elle tenait dans ses bras sa petite fille, la fillette de 5 ans que Célestine avait soignée avec l'antidote 6 mois auparavant. L'enfant avait les joues roses, était en bonne santé et riait en essayant d'attraper les flocons de neige qui s'accrochaient encore aux cheveux de sa grand-mère. « Bonjour Célestine, » dit Madame Laurent en souriant. « Je suis venue chercher une nouvelle dose de fortifiant sanguin. Le médecin de Rennes a dit qu'elle devait continuer à le prendre pendant encore 3 mois. »« Bien sûr, » répondit Célestine en prenant une bouteille déjà préparée sur l'étagère. « Et comment va-t-elle ?»« Forte comme un taureau, » dit la grand-mère en riant et en embrassant le front de sa petite fille. « Grâce à toi. Merci à vous deux. » Émile se retourna, souriant timidement. « Merci à la science, madame, et à l'obstination de cette femme. » Madame Laurent paya avec quelques pièces, pas beaucoup mais suffisamment, et partit, faisant un signe de la main depuis la fenêtre, avant de disparaître sous la pluie. Célestine soupira en s'appuyant contre le comptoir. « Combien d'enfants avons-nous soignés jusqu'à présent ?» Émile consulta un épais cahier où chaque cas était consigné. 43. 18 sont complètement rétablis. 20 sont encore en traitement. 5. Sa voix trembla. 5 sont arrivés trop tard. 5 décès. 5 enfants qu'ils n'ont pas pu sauver. Célestine ferma les yeux. Chacune de ces 5 morts pesait sur elle comme une pierre. Mais elle savait que sans l'antidote, sans que la vérité ne soit révélée, elles auraient été beaucoup plus. « Et le tribunal ?» demanda Émile, changeant de sujet. « Des nouvelles ?» Célestine acquiesça. Lucien s'est rendu à la mairie ce matin. L'avocat engagé par le père Christophe a indiqué que le procès est prévu le mois prochain à Rennes. Il sera public. Et les pêcheries? Fermeture temporaire sur décision de justice. Une enquête est en cours sur l'ensemble des opérations. De nouvelles preuves de déversements illégaux ont été découvertes. Il ne s'agit pas seulement d'arsenic, mais aussi de mercure, de plomb et d'autres substances. Des décennies de contamination. Émile laissa échapper un profond soupir. Enfin, quelqu'un est attentif. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était Lucien, trempé par la pluie, mais arborant un large sourire. « Maman !» s'écria-t-il en entrant précipitamment, serrant un journal plié contre lui. « Il faut absolument que tu vois ça. » Il ouvrit le journal posé sur le comptoir. C'était Le Petit Parisien, l'un des plus grands journaux de Paris. En première page, en gros caractères, « Scandale en Grande-Bretagne, une entreprise accusée d'avoir empoisonné un village pendant des décennies. » Et ci-dessous, dans une colonne plus petite, une veuve courageuse dénonce un complot mortel. Un pharmacien faussement accusé est innocenté à titre posthume. Il y avait même une photo, floue mais reconnaissable, de Célestine debout devant la pharmacie, tenant le dossier en cuir contenant les preuves. Émile lut l'article en entier à voix haute, la voix parfois brisée. Il parla d'Antoine Bellamy, des lettres de l'entreprise, des enfants morts, de l'antidote, du courage de Célestine et des habitants qui avaient enfin osé parler. Et enfin une phrase qui a coupé le souffle à Célestine. Les autorités parisiennes promettent une enquête approfondie. Des modifications de la législation sur l'élimination des déchets industriels sont attendues.
Changement danse avec lui. Cela signifiait que ce qui s'était passé à Saint-Malo pouvait contribuer à protéger d'autres villages, d'autres familles, d'autres enfants. Célestine porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Lucien la serra dans ses bras. « Tu l'as fait, maman. Grand-père. Il serait si fier. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Ce soir-là, après avoir fermé la pharmacie, Célestine se rendit seule au cimetière du village. La pluie avait cessé, laissant place à un air pur et frais. Le ciel était dégagé pour la première fois depuis des jours, dévoilant de brillantes étoiles au-dessus de l'océan lointain. Elle s'arrêta devant une pierre tombale nouvellement installée. Avant, il n'y avait rien. Juste un terrain nu, sans nom, ignoré. Mais maintenant, grâce aux dons de quelques familles du village et à l'insistance de Célestine elle-même, il y avait une pierre tombale en granit gris avec des lettres gravées. Antoine Bellamy, 1870-1902, pharmacien, père, héros silencieux. La vérité finit toujours par triompher. Célestine s'agenouilla sur la terre humide et déposa un petit bouquet de fleurs sauvages, les seules qui poussaient à cette époque de l'année, au pied de la pierre tombale. « Je suis désolée d'avoir mis autant de temps, papa, » murmura-t-elle. « Je suis désolée d'avoir cru à ces mensonges, mais maintenant tout le monde sait. Tout le monde sait que tu n'étais pas un monstre, que tu étais bon, courageux. » D'accord, elle effleura les lettres gravées du bout des doigts. Simone va bien, Lucien est fort, les autres grandissent. Et moi, je continuerai ce que tu as commencé. Je te le promets. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui l'odeur salée de l'océan. Et pendant un instant, juste un instant, Célestine ressentit quelque chose. Ce n'était pas surnaturel, ce n'était pas un fantôme. C'était juste paix, le sentiment que, d'un lieu au-delà de la mort, son père pouvait enfin reposer en paix. Elle resta là quelques minutes de plus, puis se leva, essuya ses larmes, et se mit en route pour le village. Mais avant de quitter le cimetière, elle se retourna une dernière fois. Et il aperçut, au sommet de la colline, au-delà des arbres dénudés, la silhouette lointaine du phare. Il faisait nuit maintenant, abandonné à nouveau. Mais l'endroit ne semblait plus menaçant. Il semblait libéré, tout comme elle, 3 ans plus tard. Le printemps avait recouvert Saint-Malo sur falaise d'un tapis de fleurs sauvages, et la mer scintillait sous un soleil doré. Le village avait changé, pas complètement, il ne serait jamais parfait, mais il avait changé. Vit aujourd'hui, des enfants jouent dans les rues sans crainte. Des familles boivent de l'eau potable grâce à un nouveau réseau d'adduction d'eau installé après les enquêtes. Un mémorial sur la place principale porte les noms des victimes de la contamination. Et au centre du village, la pharmacie prospère. Célestine, désormais âgée de 41 ans, formait de jeunes apprentis, dont Théo qui avait décidé de suivre les traces de son grand-père et de devenir pharmacien. Lucien travaillait comme assistant d'avocat à Rennes, l'aidant dans des affaires de justice sociale. Margot et Étienne fréquentaient l'école du village, en pleine santé et heureux. Et Simone, la petite fille qui avait failli mourir cette nuit-là au phare, maintenant âgée de 5 ans, courait dans la pharmacie avec une énergie inépuisable, posant des questions sur chaque flacon, chaque herbe, chaque instrument. Pourquoi est-ce ce bleu, maman? Comment savoir quelle somme investir? Puis-je vous aider? Célestine rit, répondant à chaque question avec une patience infinie. Parce que je savais que chaque réponse était une victoire. Chaque enfant en bonne santé était une victoire. Chaque jour sans mensonge était une victoire. Et tandis qu'elle contemplait sa fille, la fille pour laquelle elle avait tout risqué, Célestine sut qu'elle avait fait le bon choix. Pas la voie de la facilité, ce n'est pas la solution la plus sûre, mais la façon droite, celle-là même que son père avait choisie 30 ans plus tôt. Et tandis que le soleil se couchait sur l'océan Atlantique, teintant le ciel d'or et de rose, Célestine ferma les yeux
et prit une profonde inspiration. L'air n'était plus imprégné d'odeurs de mort et de secrets. Ça sentait le sel, les fleurs sauvages et avenir. Et c'était tout ce qui comptait. Elle le savait. Voici l'histoire de Célestin, une femme qui a tout perdu, mais qui a refusé de perdre son humanité. Une mère qui a choisi la vérité plutôt que le silence. Une fille qui a réhabilité le nom de son père. Et maintenant, je vous demande, combien de vérités restent enfouies autour de nous? Combien de voix ont été réduites au silence par la peur, par l'argent, par le confort? Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Tout comme Célestin, comme ça toi tu peux le faire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez, exprimez-vous. Car des histoires comme celle-ci, des histoires de justice, de courage, de vérité, doivent être contées. Et on s'en souvient, toujours.